Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien malgré les nouvelles récentes, hein. Je vois que l'agenda de Monsieur Macron est en train d'être déployé. On a eu Pape Ndiaye à l'éducation nationale. On a une déclaration de Monsieur Macron qui dit que l'OMS devrait avoir le dernier mot en matière de santé. Bon, au moins il sait où il va, hein. Il a de la cohérence dans les idées, hein. On va lui donner ce crédit. Il veut refaire les traités européens. Enfin, il déroule son programme. Tant pis pour les naïfs qui ont voté. Tant pis pour les naïfs qui ont fait barrage. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi il faut s'inquiéter sans tomber dans la panique? Il faut s'inquiéter sans paniquer. Il faut s'inquiéter parce qu'on sait où ça va nous mener. On sait très bien comment ça va se terminer. Non pas parce que nous sommes des voyants, non pas que je sois Madame Irma ou que je joue les cartes, je lise l'avenir dans les cartes. Même si vivant au Brésil ici, j'ai accès à pas mal de sagesse yoruba, africaine, contemplée, Ubanda. Je peux me débrouiller là-dedans, mais je refuse de rentrer dans ce monde-là par préjugés religieux, hein. Je refuse de rentrer dans ces considérations-là. Mais il suffit de regarder l'histoire. On sait très bien le devenir des pays qui ont appliqué le programme qu'applique M. Macron aujourd'hui. Faillite, guerre civile. Tu as d'un côté Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte. Une énorme bêtise, je vais dire. Si demain je fonde une école de commerce comme l'a fait Madame Maréchal Le Pen, elle a fondé son institut à Lyon. Moi, si demain je fonde ou je parraine ou une école de commerce ou de sciences économiques, ben, j'enseignerai Bruno Le Maire comme un contre-modèle absolu en classe de macroéconomie. Leçon 1, module 1, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, il y a Keynes pour l'interventionnisme de l'État, tu as Friedman et les libéraux pour le désengagement de l'État, la dérégulation, et tu as Bruno Le Maire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce mec nous mène à la faillite, faillite qui sera précédée d'un surendettement, et là on verra qui va venir nous sauver. Je vous le dis, vous donnant 1000 personnes. D'accord. Monsieur Pape Ndiaye, qui en fait n'est que l'expression la plus fine, la plus pure de la ligne, vous savez, du fil conducteur. Là, le fil était grossier pour que les naïfs ne voient pas ne le voient pas, ne voient pas comment il est tranchant, à quel point il est tranchant. Le fil a commencé avec Madame Belkacem, Madame Royal, voilà. On descend, Monsieur Blanquer, tout ça. Même si Blanquer disait une chose le jour, il disait autre chose la nuit, hein. Monsieur Blanquer était capitaliste le jour et communiste la nuit. Voilà. Donc là, avec Monsieur Pape Ndiaye, le fil est devenu tranchant, c'est-à-dire qu'il va nous trancher la gorge. Vous savez, comme dans les films d'espionnage, hein. On te tranche la gorge avec un fil coupant comme ça. Voilà, on sait très bien où ça va nous mener, la politique de Monsieur Pape Ndiaye. Elle va nous mener à la guerre civile. Alors, pas forcément à la guerre civile à la serbo-croate avec des camps de concentration, non, mais tu auras Monsieur Pape Ndiaye va armer émotionnellement, parce que ça se passe dans les tripes. La raison, ça fait longtemps qu'il est déconnecté, hein, depuis Mitterrand. Monsieur Pape Ndiaye va armer émotionnellement les communautés en France. Il va donner aux musulmans des raisons de plus de détester la France, après l'Algérie, la torture, la bataille d'Alger, tout ça, et l'islam, une certaine lecture de l'islam, on ne va pas chipoter dans les détails. Il va donner aux Noirs une autre raison de détester la France, et il va donner aux Français, aux petits blancs, comme dit une certaine indigéniste, à raison, il va leur donner un motif de plus d'avoir peur. Et la peur est très mauvaise conseillère. Quand tu crois que tu vas disparaître, quand tu as peur, tu prends des mauvaises décisions. C'est là que tu deviens violent. Quand tu es rassuré, quand tu es chez toi, à l'aise, tu es miséricordieux, tu pardonnes, tu accueilles, tu passes l'éponge, tu oublies, tu fais de la réinsertion. Mais quand tu as peur, quand le ministre de l'Éducation apprend à tes gosses que ce sont des enfants de génocidaires, il ne va pas le faire comme ça. Il a quand même fait des grandes écoles. Enfin, lui, il va dire quelque chose de subtil, mais en bas, au bout de la chaîne, chez les 1 million de fonctionnaires de l'Éducation nationale, je ne suis pas sûr que le message arrive très pur et très subtil aux enfants. Bon, donc tout ça, ça va donner l'éclatement du pays. Et ça va donner un pays qui est prêt à être conquis. C'est le Maroc de 1912. Nous, les Marocains en tout cas, on sait très bien où ça va mener. Parce que nous sommes passés par là. Nous avons divisé le pays et nous l'avons ruiné. Ça a donné le Maroc de 1912, qui a été conquis par les Français en 2 temps, 3 mouvements. Nous avons la faillite économique, c'est-à-dire que les Marocains
On n'arrive pas à payer la dette. Et le PIB était minuscule parce qu'on n'avait même plus de douaniers. Même les douaniers n'obéissaient plus au sultan. Et donc, ils ne prenaient plus la dette. Et ils ne taxaient plus les importations. De toute façon, il n'y avait plus d'importations. Enfin, il n'y avait plus de possibilité de taxer quoi que ce soit parce que les routes étaient coupées par des coupeurs de route, les racailles. Nous avions nos racailles, nous, depuis longtemps. Donc, tu pouvais pas faire tu pouvais pas taxer, tu pouvais pas taxer une marchandise qui allait de Tanger à Fès. Tu pouvais pas. C'était le Far West. Voilà. Et il y avait la guerre civile. C'est-à-dire que le sultan ne sortait pas de Fès ou de Marrakech. Voilà. Il n'y avait plus de communication et c'était communauté contre communauté. Chez nous, ça s'appelle les tribus, le Qabaïl. Les Arabes contre les Berbères contre les Berbères, les Rifins divisés entre eux. D'ailleurs, ceux qui s'inquiètent du problème Rifin, je leur dis entre parenthèses, ne vous inquiétez pas, ils sont divisés pour toujours. Salutations à mes amis Rifin, je sais qu'il y a des amis de Tanger qui m'écoutent et de Hoceima. Voilà, bon, donc nous étions le Sahara contre le reste, l'Atlas contre le Moyen Atlas contre le Haut Atlas, les villes contre les campagnes, les Zaouïas de je sais pas quoi. C'était ça, c'était la diversité. On n'a pas besoin de Papendiaï, de Marlène Schiappa, ou de Christine Taubira, ou des gender studies pour foutre un pays en l'air. Il suffit de dire à un tel qu'il est plus beau qu'un tel et qu'il ne doit pas travailler parce qu'un tel a un trésor. Ça s'appelle la razzia. Nous, les Maghrébins, nous sommes les rois de la razzia. Vous êtes en train d'aller vers la razzia parce que vous allez appeler ça les quotas. Les quotas, vous allez appeler ça les réparations historiques, les indemnités au nom de Gorée, de l'esclavage, blablabla. Blabla. Mais bon, la razzia, vous y êtes. Hein. Vous avez déjà une razzia tous les 3 mois aux Champs-Élysées. Ça descend de je sais pas où et ça razie Rezou, comme on disait, Rezou. On prend la razzia du mot arabe Rezou, c'est la conquête, pillage. Voilà. Pourquoi tu fais le pillage? Parce que tu ne travailles pas. Donc tu pilles celui qui travaille. Hein, la boutique, je sais pas quoi, moi. Le Maxims des Champs, le drugstore des Champs, voilà, voilà. Donc ça va arriver. On sait comment ça va se terminer. C'est pour ça que nous sommes inquiets. Parce que nous, on n'a rien contre Papendiaï, ni Madame Schiappa, ni Clément Beaune, ni les gentils, Clément Beaune, ni... voilà, on les aime bien. Voilà, on prendra bien des cafés avec eux. Des cafés à 1,50 €, pas des cafés à 9 € comme ces gens-là aiment payer. Ils aiment toujours surpayer les choses. Dès qu'un type surpaye quelque chose, tu sais qu'il n'a pas de culture. Mais bon, fermons le... Bon, d'ailleurs, au Maroc, nous payons maintenant le mouton presque 300 $. Nous aussi, nous sommes devenus des beaufs, parce qu'un mouton 300 $, c'est surpayé. Bon, refermons la deuxième parenthèse. On sait comment ça va se terminer. Donc, il faut s'inquiéter. Mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, parce que là, on a passé le point de non-retour, probablement avec cette élection. Zemmour n'ayant pas été élu, le point de non-retour a été passé. Là, les problèmes vont devenir trop difficiles à régler de manière pacifique et consensuelle, et dans le respect de la loi, et de la légalité, et des institutions européennes, blablabla. Là, c'est fini. Là, on va vers le choc. Donc, à la limite, tant mieux, parce que viendra le temps des prophètes. Je pense que les Français se sont préparés mentalement au temps des prophètes. Tu sais, c'est comme le type, je vais prendre une très mauvaise image, mais c'est ce qui m'arrive maintenant à l'esprit, le type qui trompe sa femme sans utiliser de préservatif. Tu sais, il va dans les maisons closes. Il y en a en Espagne, il y en a en Suisse, il y en a au Brésil, il n'y en a pas chez vous en France. Encore une bêtise des bien-pensants, mais ça remonte à 1945. Vous savez pourquoi il n'y a pas de maisons closes en France, hein? Les Allemands avaient beaucoup utilisé les maisons closes françaises pour leurs officiers et leurs soldats. Ils avaient fait des barèmes, des cartographies pour que le soldat allemand n'aille pas à la même maison close que son officier, qu'il n'y ait pas de problème de hiérarchie. Et puis ils ont beaucoup travaillé sur les maladies vénériennes, tout ça. Donc pour effacer la honte de cette collaboration, disons, sexuelle, on a effacé les maisons closes en 1945. Bon. Donc c'est comme un type qui va dans les maisons closes et il n'utilise pas de préservatif. Donc il joue à la roulette russe. Donc il y a un moment, il va avoir le sida, ou quelque chose de très grave. Et là, son mariage va voler en éclats, et là, il va aller à l'hôpital pour toujours, et il sort de la vie, et on va le prendre en charge. Voilà. Il sera plus responsable. Il va être responsable de la pire des choses, de son suicide, on va dire, pour ne plus être responsable. C'est ce que font les Français aujourd'hui. Ils ne sont plus responsables. Enfin, pas tout le monde, hein, évidemment. Ils votent Macron, ils savent que c'est une bêtise, ils savent que c'est le précipice, mais ils savent qu'on va vers le clash, et là va venir De Gaulle, va venir Moïse, Jésus, Sidna Mohamed, je ne sais qui, pour sauver le pays. Et là, il va les renvoyer
vers l'asile. On va leur dire fermez vos gueules, allez à la maison. Parce que les gens ne sont plus dans la démocratie. Le Covid nous l'a démontré. J'ai pas vu moi de car de CRS renversé à cause pour dénoncer le confinement. Hein. J'ai pas vu de caserne de gendarmerie attaquée à cause des injections obligatoires ou à cause du couvre-feu. Les gens ne sont plus dans la démocratie. La démocratie, c'est un rituel. C'est un simple rituel pour faire durer le plaisir pour ceux qui font la fête, les boomers, comme dit mon ami Perry Brougeron, et un rituel pour faire advenir le moment de la rupture, le moment biblique, apocalyptique. Tu vois, les gens sont préparés à voir surgir de la mer une sirène, un prophète, un demi-dieu, Hercule, je ne sais pas quoi, moi, le cyclope, Calypso, et pour fermer cette page historique. La page de la démocratie est finie. Les gens ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent pas être responsables. C'est nous qui leur avons mis ça dans la tête depuis les années 60. On leur a dit, vous êtes les plus beaux, vous êtes libres, vous êtes émancipés. Ils ne sont pas responsables. Les gens ne sont pas responsables. Les gens ne veulent pas être responsables de leur destin. C'est très grave ce que je dis là, mais c'est ce que je ressens. J'espère me tromper. Les gens veulent le confort matériel, voilà. Ils veulent obéir surtout. Ils veulent obéir. Je pense qu'avant le confort matériel, nous voulons obéir. Nous avons fermé les églises bêtement. Les abrutis du Vatican, et je traite d'abrutis parce que franchement, ils avaient un trésor entre les mains. Tu vois, en plus, ils avaient l'héritage divin. Le Vatican n'appartient pas au pape, il appartient à Dieu. Tu vois, et le message, l'organisation, tout ça. Ils ont fermé les églises, ils ont abdiqué de tout, et maintenant, on a jeté les gens. Les gens ont besoin d'un guide. Donc, n'importe quel caudillo, n'importe quel nain qui leur dit, je vous confine, je vous vaccine, je vous fais le PCR, je vaccine vos enfants, je vous interdis de prendre l'avion, je vous interdis de travailler, je vous interdis de prendre le café debout, quand même. Quand même, en France, on a interdit de prendre le café debout. Et les gens ont obéi. Les gens veulent obéir. Les gens ne veulent plus, les gens ne veulent plus être responsables. Donc là, le prochain qui arrive, le prochain prophète, si c'est un prophète envoyé par Dieu, si c'est si c'est un caudillo ou un fasciste, on est foutu. Fasciste, évidemment, le fasciste ne sera pas hitlérien. Le fasciste sera féministe, au moins féministe et à la peau mélangée. Hein. Peut-être qu'il est déjà né, hein. Peut-être que ce fasciste est déjà né. Il est déjà peut-être fonctionnaire de l'éducation nationale ou quelque part à la Sorbonne en train de donner des cours. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont abdiqué et ils attendent le sauveur. Le sauveur, mais pas Zemmour, pas. Enfin, j'espère que Zemmour gagnera un jour la présidentielle. Mais je pense que là, les gens, ils attendent un surhomme parce que tout le monde a compris qu'on a beaucoup déconné. On a rongé toutes les protections là. Tu vois, c'est voilà. Là, à la limite, le coup est parti. Tu sais, le coup est parti. Tu sais, le missile là, de Poutine, Satanas 3 ou 2, je sais pas quoi là, il met 10 minutes à venir. Mais 10 minutes, c'est très long. Donc le coup est parti, on sait qu'on va se faire exploser la gueule. Donc on attend là voilà, le jour du jugement dernier et on va être, voilà, on attend le prophète. Puisse ce prophète être de bonne foi et puissions-nous survivre jusqu'à l'arrivée de ce prophète. Parce que d'ici là, les anges de la mort, hein, les vents de la tempête, le sirocco va souffler. Hein. Bruno Le Maire, Papendiaï, ils ne vont pas prendre de vacances. Parce que leur objectif, je les titille ici, hein, il ne faut pas me prendre au mot. Leur objectif, c'est de déposer nos têtes sur une étagère, comme le faisait le FLN durant la guerre d'Algérie. Le FLN ne combattait pas la France, seulement. Ils torturaient les soldats, ils coupaient leur tête. Voilà, c'est ce que faisait d'ailleurs, enfin bon. Tous ceux qui font la guerre sérieusement savent qu'il faut faire l'exemple. Et là, l'exemple, il est fait avec nous. Hein. Là, l'exemple, il est fait avec nous. Là, ils vont en enfiler des têtes de patriotes là durant les prochaines 5 années ou 10 années que la Providence va leur donner jusqu'au moment du jugement dernier. Allez, à demain, j'espère avoir été utile, bien sûr. N'hésitez pas à partager, l'algorithme n'étant pas favorable à nos idées, bien évidemment. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à acheter des livres, c'est un moyen de me soutenir. À demain.